Vous êtes sur Culture Design et dans ce nouvel opus, nous allons parler de design stratégique. Une branche peu connue et assez particulière car elle aborde le design sous une approche complètement inhabituelle. Effectivement, imaginez que l'on puisse se servir de la méthodologie utilisée en conception designistique de façon plus universelle au point de pouvoir l'appliquer dans quasiment tous les secteurs, les collectivités et tout type d'entreprise. Vous allez faire la rencontre de Marguerite Vattier, qui est à La Réunion depuis environ 2 ans et qui est designer stratégique. Elle va nous parler de son parcours scolaire et professionnel. Nous allons, à travers son témoignage, connaître et mieux comprendre cette branche, qui j'espère attisera votre curiosité et ouvrira un peu plus votre perception du design. Cette entrevue se déroule en 5 épisodes et vous êtes dans le premier. Okay, let's go. Salut Marguerite. Salut Yousser. Alors, comment on s'était rencontrés lors de la France Design Week. Ouais. Et j'aurais aimé justement que tu parles un petit peu de toi, de ton profil, de ton travail, tes compétences, bref, pour voir un petit peu qu'est-ce que le design stratégique. Et voilà quoi, si tu veux bien commencer par te présenter s'il te plaît. Avec plaisir. Donc je suis Marguerite Vattier, j'ai 31 ans. J'ai tendance à l'oublier, mais oui. 31 ans, ça fait 2 ans que je suis sur l'île de La Réunion. Et puis j'ai un parcours, je suis fille d'expatriés, donc j'ai pas mal bougé par le monde. Et j'ai fait des études artistiques, design, avant de me plonger dans la vie professionnelle, comme beaucoup. En commençant chez un transporteur de gaz en Île-de-France, en étant aussi auto-entrepreneur en parallèle, faisant des formations sur le tas. Ah, t'as fait aussi des formations sur le tas? C'est ça, entre autres pour mon ancien diplôme. Oui. Donc je suis passée de l'autre côté, c'était assez marrant. Et puis là, donc, depuis 2 ans sur La Réunion, j'ai fait 1 an à travailler pour la métropole, 1 an un peu en recherche, expérimentation, design pédagogique à Saint-Pierre. Et puis là, en construction de mon studio design avec une collègue, Éline Le Garnisson, tout en animant l'Alliance Réunion Design, l'association des designers de La Réunion. D'accord. Donc là, en fait, c'est à Montvert, c'est ça que va se situer le studio? Oui, parce que habitant à Montvert pour le moment, on ne va pas avoir de locaux, donc ce sera nos adresses. D'accord, donc ok. Donc tu d'accord. Alors, ta profession exacte, est-ce que tu commences justement par nous parler un petit peu, voilà, qu'est-ce que tu fais actuellement et Alors, la profession exacte, voilà. je me suis auto-proclamée designer stratégique. D'accord. Après m'être auto-proclamée lead designer en entreprise. Je le précise parce que parfois ça veut tout et rien dire, les titres et les intitulés. En entreprise, je me suis appelée lead designer parce que je gérais la stratégie design à déployer au sein de l'entreprise, donc de transport de gaz, le design au service de l'innovation, tout en animant un pool de designers que je mettais sur telle ou telle mission et que j'accompagnais pour vérifier que la mission, ils étaient à l'aise, que le cahier des charges était bien, voilà. Comme et la relation client. Exactement. Directeur artistique. Oui, sauf que pour moi, lead designer comprend plus la gestion des équipes et la stratégie design intrinsèque à ce que l'équipe va faire. Un directeur artistique, pour moi, représente plus une réponse à un projet, à un besoin à l'instant T. D'accord. Après, c'est pour moi, dans le sens où les postes, il y a toujours des différentes versions, différentes visions. Oui. Et puis, je me suis ensuite appelée designer stratégique parce que c'est une fonction qui doit exister. C'est-à-dire que les designers ne doivent plus être considérés comme le maillon à la fin d'un projet. Oui. Ils doivent être autour de la table avec les décisionnaires, les sponsors en amont, donc les comités stratégiques. Et c'est la place vers laquelle je tends. Et comme j'ai un cursus et de design et de marketing stratégique, je pense que j'y ai ma place, j'ai des compétences qui font que pour être designer stratégique dès aujourd'hui. D'accord. Du parcours scolaire aussi, ouais. Histoire de voir un petit peu comment tu as cheminé pour en arriver là. Ouais, alors le parcours scolaire, j'aime bien en parler parce que contrairement à beaucoup, moi je n'ai pas fait des études pour un métier. C'est peut-être pour ça que je m'auto-proclame ci et ça. Je vais au fil de l'eau et mes études c'était ça. J'ai fait un bac général ES, PMath parce que pourquoi pas. Parce que je ne savais pas encore ce que je voulais faire pour faire quoi que ce soit de plus spécialisé. Et puis pendant ces années-là et à la sortie, j'ai eu une envie de faire de l'art.
de l'art et du design, ça m'a attirée. Je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire, je ne savais pas dessiner, j'ai jamais eu... Mes dessins ont toujours été moches depuis que je suis petite, mais j'ai eu cette envie de vouloir avancer et découvrir cet univers. J'ai eu la chance d'avoir un soutien familial qui a perçu cette envie. Et donc j'ai fait une année de prépa d'art à Paris d'abord, aux ateliers de Sèvres, où je ne me suis pas retrouvée. J'ai pas eu les feedbacks que j'attendais pour m'aider à mieux comprendre cet univers, mieux comprendre ma place dans cet univers. Mais j'ai persisté parce qu'il y avait quand même un truc qui m'appelait, quand même un truc qui me plaisait. Et donc je suis allée dans une école que je connaissais par un ami, une école en Angleterre du côté d'Oxford, pour refaire une année de prépa d'art, mais version anglaise. C'est-à-dire que sur l'année, on est vraiment dans l'expérimentation, c'était art et design. On a 6 modules environ, des trucs des beaux-arts, de peinture, sculpture, photographie, beaux-arts, et d'un point de vue plus design avec illustration, graphisme, photographie, plus côté design, etc. Donc il y avait vraiment plein de différentes matières et petit à petit on s'est spécialisé en ayant expérimenté les différentes expertises. C'est bien ça. C'était trop bien. Bravo. Et donc j'ai fini par aller dans illustration, photo et graphisme et je me suis dit illustration. Alors je ne savais toujours pas dessiner, mais ne sachant pas dessiner, j'ai une patte qui plaisait bien et qui me plaisait bien aussi, donc j'aurais pu continuer, mais la peur de ne pas avoir de boulot, de machin, ça me paraissait plus compliqué. Donc je me suis spécialisée en graphisme qui me paraissait plus sécurisant. Oui. C'est plus professionnellement atteignable. Enfin, voilà. On a l'impression que... Voilà, ça me paraissait plus simple dans la vie professionnelle du quotidien à venir. Et donc j'ai fait 3 ans de graphisme à Kingston University, donc en banlieue de Londres. Et puis pareil avec la pédagogie anglaise qui était un vrai plaisir dans le sens où les projets, c'était que des projets. On m'a pas appris à utiliser les logiciels. Si j'avais besoin des logiciels, il fallait que je me démerde. Par contre, on t'apprend à te positionner de façon créative sur un projet, à challenger le projet, à te dire c'est pour qui, c'est pourquoi, phase de recherche. Donc vraiment tout cette construction, cette réflexion qui fait d'un designer ce qu'est un designer, c'était vraiment là où on était poussé. Et après, restitution du projet, le fameux pitch, comment se vendre, comment expliquer son projet. La phase visuelle, évidemment, on était jugé là-dessus parce que designer, il faut que le visuel soit là, mais elle était presque moindre dans les retours des profs que toute la phase amont. Tout le processus, quoi. Exactement. C'est ça que je kiffe. Ah mais oui, non, mais c'est là où moi c'était un plaisir et justement en fait je me suis rendu compte que le bout de cette chaîne avec le détail du pixel quand on est en ligne, etc. c'était vraiment pas mon kiff. De temps en temps j'ai fait des projets un peu de motion design, je le mets avec des guillemets parce que c'était en mode système D, donc voilà, on se débrouille, mais à la fin on avait l'impression que c'était vrai. Où ça m'amusait le procédé, la réflexion, mais jusqu'à l'esquisse. Après, quand il faut être dans la précision, la finition parfaite du visuel, j'ai pas la patience, j'ai pas le sens du détail, j'ai jamais pu tracer une ligne droite. Enfin voilà, donc ça, c'est pas la partie où je m'éclate le plus. Et à la fin de ces études, je savais que j'allais retourner en France. Et là, je me suis dit, en France, si je veux être graphiste, je vais être sur cette maille-là. Oui. Sur cette partie du projet qui me fait chier. Ouais, j'ai pas envie d'être sur cette maille-là, alors que moi, la maille qui m'éclate, c'est la maille de la réflexion stratégique, du cadrage, du c'est pour qui, mais c'est qui ces gens, mais c'est quoi le problème, enfin voilà, tout ça. Et en France, je suis partie du principe que j'aurais pas ça avec l'étiquette de graphiste. D'où le fait que je me suis spécialisée par la suite en marketing stratégique, communication et marketing stratégique, et je me suis dit que ça, avec ce parcours-là, j'aurais plus facilement accès à des métiers sur la réflexion et le cadrage stratégique. Effectivement. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai bien aimé justement, c'est marrant parce qu'on retrouvait les personas, on retrouvait quand même la réflexion centrée utilisateur pour les bons marketeurs. Et j'ai découvert la filière d'expérience client, une des spécialités du marketing. Là, si je peux me permettre, je crois que c'est là où je t'avais parlé de l'histoire du design thinking. Exactement. Client. Et c'est la passerelle en fait. Voilà. C'est tout ça parce qu'au final, c'est après du recul où je me suis dit, mais mon parcours en fait, il est hyper logique, même si je connaissais pas je jouais pas aux échecs à connaître les 3 prochains mouvements, les 5, j'étais vraiment le coup d'après seulement. Et donc en marketing, j'étais sur expérience client et via l'expérience client, je découvre le design thinking.
On m'en parle, c'est une méthode pour l'expérience client, titata, et je passe pour un stage justement de design thinking qui pour moi est pour l'expérience client. Il y a le terme design dedans, c'est sympa, mais je me pose pas plus de questions que ça. Et là, ma future tutrice qui m'explique le design thinking, m'explique les 5 étapes, qui sont pour moi quelque chose d'absolument normal, cohérent. Je vais sur une deuxième phase d'entretien où je vais au premier entretien, enfin bref, il y a une deuxième étape. Et elle me demande justement si j'ai fait des recherches sur le design thinking, vu que je ne connaissais pas, je lui ai avoué que non. Mais quand je lui ai restitué ce dont je me souvenais, c'était comme si j'avais fait les recherches, parce qu'en fait, c'était ce que j'avais appris dans ma posture en graphie, enfin à l'école de Kingston University. Donc ça m'a... Pour moi, c'était la pensée logique, le processus dont on parlait. Donc, voilà, c'était la même chose, mais ça portait pas le même nom. C'est ça. Ou alors tu savais pas quel nom mettre à ça. Ils ont officialisé les étapes d'une réflexion qu'on m'avait apprise, quoi. Donc c'était assez simple, ce qui fait que j'ai pu avoir le job, enfin le stage de design thinking. Et par l'intégration du design thinking en entreprise au service des ingénieurs, c'est là où j'ai pu avoir une grosse phase de métacognition sur en fait c'est quoi le design, c'est quoi la posture d'un designer, qu'est-ce que j'apporte, quelles sont mes différences, parce que justement les choses qui me paraissaient évidentes comme le design thinking et cette réflexion-là, quand elle a été confrontée à la réflexion type d'un ingénieur, j'ai vu qu'il y avait un trou, qu'il y avait vraiment un gros décalage entre nos pensées. Et puis là, en analysant ça, j'ai pu me dire « Ah mais en fait, le design, c'est ça que ça m'a apporté, mais le design, c'est ça que ça peut apporter au projet, aux personnes, etc. » Et donc, ça m'a permis de vraiment prendre énormément de recul sur la filière, sur les expertises, et le voir comme une filière avec plein de méthodologies au service de plein de projets différents. Oui. Voilà, donc il n'y a pas que le graphisme, etc. Il y a vraiment tout un univers plus englobant. D'accord. Et par rapport à l'école de Paris, dans ce cas-là? Le cadre stratégique Parce qu'en fait, ça c'était après l'Angleterre. Ouais. Et en fait, ça m'a apporté le côté réponse à des clients, le côté cahier des charges, le côté KPI, donc les chiffres clés de performance, enfin vraiment comment quantifier la performance, comment être beaucoup plus sur un volet viable aussi, comment être sur une stratégie globale, communication au service d'un projet. Et donc ce qui m'a apporté des outils pour être plus en 360 sur un projet. On a, si je reprends le côté design, il va y avoir la solution design, pas en termes d'adjectif, la solution de la filière design, solution donc service, web, produit, je ne sais quoi. Et après, ça s'implique dans toute une stratégie qui répond à des besoins du marché quand même et des besoins financiers derrière. Parce que même si c'est pour une asso, il faut que l'asso elle perde pas de sous. Donc dans tous les cas, il y a cette connaissance à avoir, et même si j'ai pas d'expertise business, le parcours de marketing stratégique m'a permis d'avoir cette vision des choses pour pouvoir structurer une stratégie en amont avant de bien la lancer. D'accord. Dans ton école, les points positifs, négatifs, en termes de programme, le prix que ça peut coûter et l'ambiance que ça a, tout ça, c'est pour que les gens comprennent un petit peu s'ils décident en fait de partir dans ce genre de filière, qu'est-ce que ça peut lui coûter et quels sont Alors les prépas d'art à Paris coûtent cher en général. Il y a des MANA ou des écoles publiques plus accessibles, mais moi celle que j'ai faite, elle est privée, elle a coûté cher, et pour le coup c'était pour moi, pour mon expérience, ça a été un investissement gâché. Enfin, j'aurais pu éviter ça, quoi. Puis l'ambiance ne me correspondait pas non plus. Puis là tu parles pour Paris là? Ouais, atelier de Sèvres. L'atelier de Sèvres, donc ça c'est au départ ça alors? Oui, c'était la première année après le bac. D'accord. Et c'est là où je reviens par rapport à ce que j'ai vu, tous les croquis que tu avais mis en fait. On voyait, il y avait pas mal de croquis en fait. Sur ta session d'illustration, ils viennent de là? Ils viennent d'un peu partout, parce qu'un designer doit quand même plus ou moins savoir dessiner, au moins représenter les choses visuellement. Donc on nous incite à faire des croquis, à toujours avoir des sketch notes et tout. D'accord, ok. Donc excuse-moi, on revient. C'est juste une... donc en termes de parcours, atelier de Sèvres, prépa d'art à Paris, en France, ça peut coûter cher. Je pense que là, de mon expérience, il faut vraiment savoir
ce qu'on veut en retirer aussi en termes d'expertise, de compétences, de savoir-faire, mais aussi savoir-être. Moi, par exemple, je ne savais pas qui j'étais dans ce monde d'art et design. Et dans cette prépa en particulier, c'était des gens qui étaient déjà calibrés, qui étaient déjà calés qui étaient déjà hyper doués et voilà, bien en tête. Et donc, il y a un décalage trop fort qui s'est créé, ce qui fait que pour moi, c'était compliqué. Tandis que quand j'étais côté Angleterre, on était tous en phase expérimentale. Même s'il y en avait qui étaient dans l'univers depuis longtemps, il y avait plus ce côté on est tous au même niveau. Donc c'était chouette. Ambiance. Et par contre, en Angleterre, ça coûte cher. Parce qu'en plus, ça a augmenté. Je pense qu'avec le Brexit, ça a encore augmenté parce qu'avant, on profitait de tarifs européens. Là, je ne sais pas quels sont les nouveaux deals. Donc par rapport au design, ça fait partie des pays qui ont beaucoup de temps d'avance comparé à la France, qui ont la posture beaucoup plus ancrée dans leur naturel, dans leur vie, etc. Donc c'est facile quoi, de faire du design, de dire qu'on fait du design en Angleterre. On se bat jamais pour dire qu'on fait du design, on se bat jamais en tant que designer pour être légitime. Donc voilà, ça. Il y a déjà une culture d'installer. Exactement. Mais il y a un coût financier qui est réel avec les écoles. Une ordre de prix, quoi. Un ordre de prix, je dirais. À mon époque, on était de mémoire, et j'ai une mémoire un peu fragile quand même, mais à mon époque, on était à 3 000 pounds par an. D'accord. Maintenant, ça doit être du 5-6 000, quoi. Si on rentre dans les prix de maintenant, je pense. C'est ça. Je pense qu'entre-temps, ça a déjà dû augmenter de base, plus le Brexit. Donc, à mon avis, voilà, c'est un sacré coup. Oui. On est plus sur un modèle presque américain avec des années exorbitantes. Et après, les FAP, école privée, donc pareil. Et là, je suis désolée, c'est mon papa qui a payé. Je ne me souviens plus du tout des coûts. De toute façon, sur le site, je pense qu'il y a moyen d'avoir ce genre de renseignements. Il faut retrouver. Mais je pense qu'on est, on est sur du 2000 l'année environ. Et l'ambiance, tout ça, le programme. L'ambiance, et donc c'est bien sûr qu'un point de vue personnel, je suis contente d'être arrivée côté master. Parce que l'ambiance côté licence, on est sur un univers de communication et d'école, en plus à Paris, qui pour moi n'éveille pas la créativité, pour moi ça n'éveille pas les différences. Enfin voilà, il y a quand même une ambiance spécifique et qui n'est pas mon kiff perso. Par contre, quand on est sur... Oui, c'est ça. Et puis pour moi c'est très Paris et comme j'ai dit, je suis fille d'expatriée, donc j'ai beaucoup vécu à Paris. Mais voilà, c'est pareil quoi. Exactement, on a un profil un peu particulier quand on est enfant d'expat. Et puis par contre le master, donc autrement appelé MBA, mais je ne saurais pas dire pourquoi exactement MBA, mais en tout cas c'est Bac plus 5, donc c'est master. On est bien parce que moi j'ai adoré cette année, il y avait un super directeur d'études qui faisait en sorte que le programme soit à jour, actualisé. Il prenait les retours des étudiants, donc de nous, des profs. Il y avait vraiment une vraie réflexion pour qu'on ait un développement personnel au service de notre carrière professionnelle. Ce qui est pour moi une logique qu'il faut absolument avoir dans le monde de l'éducation, quel que soit le niveau. Et puis on était... Franchement, je crois qu'on était une bonne vingtaine, je ne sais plus exactement. Mais il y avait un bon groupe parce qu'on savait tous pourquoi on était là. On voulait être là. Il y avait peu de touristes et les touristes n'osaient pas affirmer qu'ils étaient touristes, quoi. Donc on avait vraiment... on mettait nos envies de bosser sur la table, on mettait notre développement personnel. Enfin voilà, il y avait un vrai challenge, une émulation, même si plein de profils différents. Parce qu'en plus, quand on a un master, il y a plein de gens comme moi qui viennent d'autres univers. Il y avait des gens qui venaient des sciences, enfin voilà, il y a plein de gens qui viennent compléter un parcours et donc il y a une diversité des profils qui est hyper enrichissante. Tandis que côté licence, il y avait moins cette richesse des profils, je trouvais. Et en fait, quand on rentre en passerelle comme moi, on rentre en 4e année, donc l'équivalent de la fin de licence pour eux, et après, parce que c'est programme grandes écoles, je crois, c'est pour ça c'est en 4 ans. D'accord. Donc tu arrives en 4e année, où là ça reste généraliste avec cette ancienne culture, et après l'année suivante, tu es en master spécialisé. Donc moi j'étais en com et marketing stratégique, mais il y avait aussi marketing de luxe, marketing événementiel, marketing digital, etc. C'était quand même assez spécifique. C'est ça, tandis qu'avant cette année de MBA, c'était communication globale.